à tous, alors on est là aujourd'hui pour une nouvelle émission des expats et pour revenir sur cette aventure qu'est la 3A avec Anna, William et Thomas. Donc bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter un petit peu et de dire surtout où vous êtes partis. Alors moi c'est Anna, je suis en 4e année du coup et je suis partie en Jordanie à Amman pendant 1 an. Ok, moi c'est William, je suis en 4e année aussi et je suis parti en Égypte pendant 1 an aussi. Et moi Thomas, du coup j'étais au Liban pendant 1 an et en 4e année aussi. Merci. Alors pourquoi vous avez choisi cette destination ? Alors en fait j'étais très attirée par le monde arabe, la culture, etc. Mais ce qui a fait que j'ai choisi la Jordanie, c'est surtout la langue parce que en Jordanie il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français forcément. Moins qu'au Liban et qu'au Maroc en tout cas. Donc je voyais ça comme un atout pour plus pratiquer la langue et en plus le dialecte n'est pas trop éloigné de l'arabe littéraire. Donc ça me facilitait la tâche. Et après avoir longuement hésité entre l'Égypte et la Jordanie, j'ai choisi la Jordanie. D'accord, Voilà. et tu étais en université du coup ? Alors j'étais en université, oui, mais seulement 6 heures par semaine. Et le reste du temps, j'étais à l'IFPO. Donc en fait, on avait un parcours un peu mixte. On avait des cours à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient à Amman. Et on avait 3 jours par semaine, le matin, cours à l'université hachémite à Zarqa. Donc à environ 3/4 d'heure de Amman. Ouais, William du coup ? Moi j'ai choisi l'Égypte pour des raisons similaires parce que déjà on faisait de l'arabe depuis la première année. J'avais demandé en fait en premier choix l'IFPO au Liban que je n'ai pas eu. J'aurais dû aller à la fac à Beyrouth et faire ensuite un stage, c'était ce qui était prévu. Et au dernier moment, il y a eu toute une histoire où j'ai commencé à considérer l'Égypte. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne parlait français, personne ne parlait anglais, contrairement à Beyrouth, que j'allais avoir des cours intensifs d'arabe toute la semaine. Et donc du coup, au début, j'y suis allé dans une perspective de rester seulement pour un semestre à la fac. C'est pas la fac, c'est l'Institut français du Caire. Et en fait, j'ai décidé de rester quand j'ai vu que mon niveau d'arabe progressait énormément et que en fait, c'était exactement ce que je voulais. Donc c'était par surprise, mais c'était la meilleure 3A que j'aurais pu avoir. Et moi du coup un peu les mêmes raisons que les autres, et je pense que beaucoup qui sont partis au Moyen-Orient, en fait on a commencé l'arabe en première année et on avait vraiment envie de partir au Moyen-Orient en 3A. Et moi du coup le Liban, parce que j'avais pas forcément un très bon niveau d'arabe de base, et je me suis dit que le Liban, vu que c'est un peu francophone, que ça parle anglais, ça serait peut-être plus facile. Et du coup j'ai choisi le Liban en premier choix, et je regrette pas du tout d'être parti au Liban parce qu'on a réussi à parler arabe quand même tout au long de l'année. Et on avait aussi cette facilité de pouvoir parler français, anglais pour les trucs administratifs, pour les facilités de la vie. Et du coup, comme Anna, nous au Liban, on avait la moitié de nos cours à l'Institut français du Proche-Orient le matin, donc on avait cours tous les matins, et l'après-midi à l'Université Saint-Joseph, c'était à côté, donc nous c'était pas comme en Jordanie où il faisait 40 minutes de transport, c'était à 10 minutes de marche. 40 minutes. On était très en gentil. gentil. C'était 45 à 50 plus les trajets en taxi, sans les galère. embouteillages. Pas trop de difficultés pour vous adapter déjà par rapport à la langue, même si vous en avez fait avant, et puis par rapport au mode de vie tout simplement. Moi, je dirais que pour tous ceux qui considèrent de partir en pays arabe et qui font déjà de l'arabe maintenant et qui peuvent penser être un peu perdus, déboussolés, ne pas avoir un excellent niveau, ce qui était tout à fait mon cas avant de partir. Et en fait, il va y avoir des gens qui vont être très bons déjà en grammaire, qui ont des bonnes notions, mais pour réellement vivre dans un pays, s'insérer dans une société et essayer de comprendre comment fonctionne le pays, il n'y a qu'en y allant que ça marche en fait. Et il n'y a qu'en y allant que, pour moi en tout cas, j'ai débloqué en fait la faculté de réellement parler arabe. Et en 2 ans d'arabe à Sciences Po, je n'avais jamais parlé arabe concrètement. J'avais parlé arabe en répétant des textes que j'avais appris par cœur ou en vocalisant des phrases, mais là c'était vraiment le début pour moi. Et le format de cours permettait d'avoir du temps pour explorer la ville en même temps, du temps pour bouger un petit peu les week-ends, etc. Il y avait des vacances et généralement c'est des tranches de cours soit le matin, soit l'après-midi, ça dépend, généralement le matin, 4 heures le matin d'arabe, puis après l'après-midi, ou éventuellement la deuxième tranche des cours l'après-midi, mais les cours sont bien et tout est en arabe en fait. C'est ça qui est bien. Et Anna, pas trop de difficultés par rapport au mode de vie ? Non. Alors, en fait, j'avais déjà été en pays arabe avant, mais juste
pour un temps très court. Mais j'ai été agréablement surprise. C'est pas que j'appréhendais particulièrement, mais c'est quand même un peu un saut vers l'inconnu. Et en fait, non, je me suis très vite adaptée. Mais c'est aussi lié au fait qu'en fait, les gens, je pense que c'est un peu lié à la culture arabe, ils font vraiment attention à toi, ils font attention à ce que tu te sentes bien. Et ils sont très contents que tu sois intéressé par leur pays, que tu essayes de découvrir leur culture. Donc c'est pas grave si tu parles pas arabe ou si tu sors au début 2 ou 3 mots qui sont en général en arabe littéraire, donc ça fait un peu bizarre de les sortir dans la rue. C'est pas grave parce qu'en fait ils sont juste super contents que tu essayes. Et c'est vraiment une culture de l'accueil. Donc en fait si toi t'es réceptive à cette volonté d'accueillir, en fait, ça ne peut que bien se passer parce que tu vas être accueilli, on va essayer de te montrer tous les bons côtés de la culture, notamment sur le plan culinaire par exemple. Sauf en Égypte, attention. Oui, sauf en Égypte, pardon. Ouais, j'allais vous demander, vous avez la même impression parce que... Pour la je parlais bouffe du culinaire. Oui, mais pour l'accueil, au niveau accueil. Ah oui, l'accueil, oui, vraiment le Liban, c'est les Libanais, c'est les gens les plus gentils au monde. Tout le monde s'appelle Mon Amour dans la rue. Les gens vous aident partout dès que vous avez un problème. Ils sont super sympas. Et vraiment, il y a cette ambiance particulière où les gens, peut-être du fait qu'ils ont connu une guerre civile et que le pays a été assez marqué par des troubles politiques, etc., les gens profitent vraiment de leur vie et ils ont conscience que voilà, ça peut un peu repartir. Et les types sont super heureux, il y a une bonne ambiance. Les gens sortent et voilà, c'est peut-être le Liban est peut-être un pays beaucoup plus ouvert que la Jordanie et l'Égypte sur certains points. Mais je pense que de toute façon, on a tous, que ce soit dans les voyages ou même juste au début dans des petites excursions, où on se retrouvait dans un environnement, surtout au début, qui était inconnu, donc on partait un peu à l'aventure, les moyens de transport c'est pas trop les mêmes, c'est très loin de nos modes de fonctionnement très organisés, mais ça se passait toujours bien parce qu'on rencontrait toujours telle personne qui nous a aidés, telle personne qui nous a donné cette astuce, ou qui nous a hébergés, je pense que vous allez avoir le même retour, que d'une manière ou d'une autre, ça se passe toujours très bien et c'est toujours surprenant de voir des rencontres que tu fais. Et voilà. Oui, c'est ça, peu importe ce qui se passe, il y a toujours des gens pour t'aider qui sont gentils, qui t'expliquent ce que tu disais, les transports, genre c'est tout et n'importe quoi au Liban. Il y a en gros dans Beyrouth, il y a 2 stations de bus, il y en a une qui part vers le nord, une qui part vers le sud, et après genre tu payes ton bus une certaine somme, et tu dis au bus arrête-moi là, je descends là, donc il n'y a pas vraiment d'arrêt, il y a pas, voilà, c'est ça, c'est assez folklore, et du coup les types ils sont là, tu sais pas quel bus tu prends, et ils sont là, attends je vais t'aider, attends non c'est celui-là, c'est pas celui-là, va un peu plus loin. Donc les mecs sont super sympas, pour ça. Du coup vous avez beaucoup voyagé Moi je suis l'exemple de celui qui n'est pas du tout sorti de son pays. Moi je suis pas sorti d'Égypte une seule fois. J'ai vu tellement de choses en fait en Égypte que ça m'a suffi. En fait j'estime que j'ai même pas terminé de faire tout l'Égypte alors que je voyageais beaucoup. D'accord. Et d'une manière où au début on s'organise un peu et en fait à la fin on finit par ne plus rien organiser, juste prendre le bus et voir ce qui va se passer. Moi j'aime bien faire ça, après voilà, ça plaît plus ou moins, mais ça fonctionne très bien en tout cas comme moyen de transport, comme moyen de prévoir des voyages. Bon, peut-être qu'on va partir là ou là, au final on change de plan au dernier moment et on découvre un nouvel endroit qu'on soupçonnait même pas, et en fait c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu faire à la base, quoi. Mais donc non, moi je suis pas sorti du tout d'Égypte. Alors moi on sortait quasiment tous les week-ends pour visiter le Liban, mais au bout d'un an on n'a pas fait le Liban parce qu'il y a plein de trucs encore à faire et pourtant c'est un petit pays. Et sinon j'ai pas mal voyagé dans la région, Jordanie, Égypte, Turquie et Maroc. Donc j'ai un peu bougé. Pas mal. Et c'est très différent. D'un pays à l'autre, franchement, c'est très différent. Ouais. Que ce soit la Jordanie, l'Égypte, ça n'a rien à voir avec le Liban ou même les pays entre eux. Et il y a des bons côtés dans tous les pays. Le Liban a ses points forts aussi. Niveau bouffe, je pense que le Liban, c'est le meilleur truc du Moyen-Orient. Ouais, je discuterai pas ça. Après, il y a des basiques égyptiens qui sont très bons. Il y a des choses qui sont très bonnes, mais... Et puis, ouais, voilà, l'Égypte, c'est pas pareil. C'est l'hygiène du Caire. Ça n'a rien à voir avec, je suppose, les normes... à Beyrouth, quoi. Alors Beyrouth c'est particulier parce que en gros genre t'as des coupures de courant 3 heures par jour. Ouais.
L'eau, elle est Mais t'as la petite polluée. application pour savoir quand Ouais, t'as l'application pour Vous savoir avez des quand c'est ça. générateurs, Alors moi j'avais un générateur dans mon logement, on avait des potes qui avaient Faut pas de le dire, c'est générateur. des Du coup, je pense c'est que quoi c'est cette ça, application? tu On va vois. expliquer Euh, tout parce que. Parce que- L'application, je sais plus comment. Bah alors du fait d'avoir un générateur, sais pas. au début tu t'en sers parce que t'es là en Alice mode. Garel, elle l'avait pour le style, je crois. Ouais, Elle l'avait. Alice, elle l'avait pour le style. Ouais, Alice Garel, elle nous dit, ah regarde, il y a une coupure là et tout quand on est Ouais, en cours. c'est ça. Mais par contre, on avait une amie à nous qui avait pas de générateur et 3 heures par jour, elle prenait les coupures de courant. Alors ça marche par semaine, il me semble. La première semaine, c'est le matin, après c'est l'après-midi, après c'est le soir, Ok. c'est par quartier. Et notre pote, elle avait des moments où elle avait pas de courant de 17h à 20h et c'est assez problématique quand Si tu tu rentres. peux prévoir déjà, c'est Oui, si tu peux c'est prévoir, déjà c'est pas sympa, mal. c'est sûr. Ouais, C'est sympa. c'est sûr. Non, ça aide. Mais voilà, du coup, c'était galère pour elle en mode je peux pas faire à bouffer, je Ouais, peux pas c'est utiliser mon ordi parce que j'ai plus de batterie, donc c'était assez limité en fait sur Après, quand Internet. on prévoit, je pense que c'est vivable. Ouais, ça, quand tu prévois, c'est prévoir vivable. le Et truc, puis ouais. quasiment tout le monde a des générateurs à Beyrouth. Pareil pour les logements, du coup. Du coup, c'est pas le même prix à Beyrouth. Ouais, Ok, du coup, hein, voilà. Par ouais, contre, c'est pas la alors même le chose. Beyrouth, c'est clairement le plus cher du Moyen-Orient. Ça t'a coûté combien en dans termes ton de année? prix. Moi, mon logement, je le payais à peu près. Alors, l'IFPO, déjà, c'est payant. Donc, vous payez, Ok. vous payez votre inscription à Sciences Po, plus l'inscription à l'IFPO. Donc, l'inscription à Partenariat, l'IFPO, ça ferait pas de mal, d'ailleurs. c'est. De quoi? Il y a une petite réduction. Non Ouais, oui, alors on a une réduction. Le tarif normal de base de l'IFPO, c'est 4000 euros. Nous, je crois que le tarif qu'on avait, c'était dans les 1800. Donc Ok. on payait 1800 en plus. Et plus à côté, donc les logements à Beyrouth, c'est les plus chers du Moyen-Orient. Un logement en Beyrouth, c'est entre 400 et 500 dollars à peu près. Ok. Alors qu'en Égypte, c'était moins, il me semble. Alors, ça varie. En Égypte, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut français, c'est payant aussi. Il y a un partenariat avec Sciences Po qui permet de payer moins cher. Mais ça reste dans les alentours de 1000, il me semble, je dis pas de bêtises, 1800 euros. Par contre, pour ce qui est du prix des logements, c'est beaucoup moins cher. Moi, au début, j'habitais dans un bon quartier avec des Français. Je payais quand même presque 190-200 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Mais au bout de 2 mois, c'était plus dans mes moyens et c'était pas forcément l'expérience que je souhaitais. Ok. Du coup, j'ai déménagé dans un quartier populaire en fait. Et, Pour être plus près de la population locale. Bah ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais oui, du coup j'ai emménagé avec des Égyptiens qui sont des très bons amis à moi maintenant et qui vont venir me voir en France avec un peu de chance, s'ils arrivent à avoir le visa. Et là c'était 80 euros, 75 euros par mois et j'avais un appartement Ouais. tout à fait correct. Après voilà, c'est pas non plus la même chose. L'Égypte, c'est-à-dire c'est pas les standards européens. Dans le logement, tout est très vieux. L'hygiène, rien n'est jamais vraiment propre au Caire, puisque c'est une ville qui s'auto-salit en permanence. Donc c'est bruyant, bon, voilà, il y a des compromis à faire quoi. Si vous voulez parler arabe, si vous voulez habiter avec des Égyptiens, vous allez vivre dans des conditions qui seront peut-être pas celles dont Ouais, vous avez c'est l'habitude. Quoi. Le coût de la vie en Jordanie, il est relativement cher quand même pour un pays arabe, en comparaison avec d'autres pays arabes. Après, ça dépend beaucoup des quartiers. Donc moi, j'avais un loyer de à peu près en euros 250 euros. Ok. Mais c'était un des quartiers les plus chers. Et après, pour tout ce qui est courses, bon, bah, au Moyen-Orient, comme partout, vous avez les grands supermarchés, vous avez Carrefour, etc. Et donc, bah, on est sur des prix qui sont comme ceux en Europe, voire plus chers, parce que si vous voulez acheter des aliments comme le fromage, etc., ça va être plus cher. Oui, bien sûr. Après, Clairement. encore une fois, c'est pas non plus comme ça que je perçois la 3A, parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience que si on veut vivre une 3A dans presque le même confort qu'on aurait ici, c'est faisable, mais c'est pas forcément le but. Et dans le cas de l'alimentation, par exemple, il y a des marchés, il y a des souks à Amman où tu peux acheter, je sais pas, 3 sacs remplis de fruits et légumes, et t'en as pour 3,50 € à peu près. Moi, c'est ce qui m'a sauvé au Caire. Donc, hein. Ouais, pareil au Liban. Ouais, puis je pense que c'est l'intérêt un peu aussi Ouais, c'est de l'intérêt. vivre comme. Au début, comme les gens tu là-bas, vas vers quoi. la facilité, tu vas vers les grandes surfaces, les trucs comme ça, puis tu te rends compte que les prix c'est super cher et tu te retrouves à faire tes courses dans des petits bails où ça coûte 20 fois moins cher, tu divises tes courses par Ouais. 3 à peu près en termes de prix. Et non, ouais, pareil au Liban, du coup, ouais, le coût de la vie, ça dépend. Si tu vas vers des standards européens, oui, c'est cher. Si tu vas vers des trucs vraiment libanais, tu bouffes pour rien du tout. Et la nourriture libanaise étant super bonne, tous les midis Ouais, on bien mangeait sûr. à côté de la fac et ça nous coûtait pas Et grand chose. après, les transports, mais ça, je crois que moi, du coup, j'ai été au Liban, Les services 2 fois en Égypte et 2 fois en Palestine. Et du coup, les transports, c'est vraiment
beaucoup moins cher qu'ici. Ah ouais, ça Ah oui, les Beaucoup transports, moins cher, ça les coûte, taxis ça coûte rien du tout et les bus c'est des petits bus qui Ouais, sont... en gros, c'est des microbus. c'est des microbus où Voilà. vous avez des sièges qui se déplient Et en fait, vous rentrez soit à 30, soit à 40 Ouais. dedans, quoi. Et Mais ça, c'est ça pratique. coûte rien Mais du c'est tout. super pratique. C'est et ouais, pratique. Moi, je préconise ce moyen de transport parce qu'il y en a Ah oui, partout. vraiment, prenez que vous pouvez ça. être au milieu du désert et n'importe où et vous avez quand même un microbus qui vous amène à peu près là où vous voulez aller. Après, c'est du bricolage. Hein. Mais moi, je crois que j'ai déjà fait en Égypte à peu près, je dirais, plus de 800 ou 900 km en payant au total 9 euros. Pareil, au Liban, pour faire le pays du nord au sud, tu payes 4 ou 5 balles pour faire enfin, t'es obligé de passer par Beyrouth, mais de faire Beyrouth au nord ou Beyrouth au sud, ça doit coûter 5 balles, un truc comme ça, donc ça te coûte rien. Bon, sinon, est-ce que vous auriez une petite anecdote drôle, Oula. intéressante, un truc qui vous a marqué pendant votre année? Il y a un truc qui m'a marqué, c'était pendant le Ramadan. Donc j'étais avec ma coloc italienne et on était à Jérusalem. Mais en fait, on est arrivé en fin d'après-midi, on avait passé toute la journée. Enfin, d'abord, on était parti le matin de Amman, on avait traversé la frontière et après, on était allé à Jéricho. Et en fait, à Jéricho, il faisait. Parce que Jéricho, c'est au niveau de la mer Morte, donc c'est à peu près 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Il faisait vraiment, mais super chaud, il faisait plus de 40 degrés. Et du coup, tu peux pas. Pendant le Ramadan, tu peux pas boire et manger dans l'espace public. Et donc on avait visité Jéricho et on était très très fatigués. Et on arrive à Jérusalem et ça devait être une demi-heure avant l'heure de rupture du jeûne. Donc on cherchait un endroit pour manger parce qu'en fait à Amman, au moment de la rupture du jeûne, il y a beaucoup de gens qui mangent dans la rue, les familles qui sont toutes dans la rue et les restaurants qui ont une organisation spécifique pour ce mois-ci. C'est un peu une ambiance de fête. Et en fait, là, à Jérusalem, tout fermé. Je pense que c'est peut-être par rapport au statut particulier de Jérusalem, je sais pas. Bref, tout fermé. Et du coup, moi, je commençais un peu à stresser et tout, parce qu'on n'avait rien à manger. Tout était en train de fermer. J'avais soif, j'avais faim. Enfin, j'étais un peu sur les nerfs, parce que ça met sur les nerfs de ne pas manger, de ne pas boire. Et donc je commence à parler en arabe à un vendeur et je fais mais on peut pas manger ici et tout. Il me dit bah non on va fermer. Et je commence à dire mais comment on va faire et tout comme ça. Et là il y a un vieux monsieur qui entendait que je parlais arabe et qui a entendu et qui nous a dit mais venez manger avec moi et tout, venez, j'habite juste en face. Et donc ce monsieur c'était un antiquaire. Et il habitait dans le vieux Jérusalem, dans une vieille maison, il y avait une genre de cour intérieure. Donc on se retrouve à manger tous assis en cercle avec ce vieux monsieur et sa bande de potes. Donc il y avait entre 75 et 85 ans. Donc c'était assez marrant comme situation parce qu'en fait on était ma coloc et moi au milieu de 8 vieux monsieur et tout qui étaient trop contents qu'on soit là, qui nous donnaient à manger, qui nous forçaient à manger et boire jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et pour eux c'était vraiment une bénédiction et c'était qu'on soit là et en fait ils nous expliquaient de nous accueillir, c'était un signe de Dieu, qu'on soit là et qu'on avait soif, qu'on avait faim, qu'on était fatigué et qu'ils nous aient trouvés, c'était un peu une bénédiction. C'était un honneur de, en gros, pouvoir nous nourrir, quoi. Une belle histoire. Et voilà. Bon, faites mieux du coup. Toute petite anecdote rapidement, c'est vrai que pendant la rupture du jeûne, tout le monde mange dans la rue et au Caire, sûrement comme dans tous les autres pays musulmans. Beaucoup de gens en fait distribuent la nourriture dans la rue, beaucoup. Moi on m'a déjà distribué 4 thés, 5 bouteilles d'eau, 3 plats de poulet avec du riz, des trucs comme ça, alors que je jeûnais même pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de jeûner hein, si vous ne voulez pas jeûner. Juste pour information, parce que moi au début j'étais un peu mal à l'aise et tout, mais quand j'avais très soif au final, il m'arrivait de boire dans l'espace public. Sans que ça pose trop de problèmes, ça dépend où vous êtes, c'est à vous de savoir jauger ça. Et une anecdote rigolote, j'avais des amis qui vivaient dans un petit village. Si vous allez au Caire, vous connaîtrez sûrement cet endroit, c'est Tunis, c'est dans l'oasis de Fayoum. C'est au sud-ouest du Caire, je dirais à 2 heures, donc j'y allais tous les week-ends, assez souvent quand j'étais pas en déplacement entre part, en microbus, comme on l'a dit précédemment. On allait dormir dans le désert, ce qui était d'ailleurs pour moi une des plus belles choses qu'on faisait. On allait dormir dans le désert avec des amis bédouins et des amis arabes, égyptiens. Un jour en fait on s'est retrouvés coincés de nuit en rentrant dans le désert, en rentrant du désert pour retourner au village parce qu'on n'avait pas d'eau ou un truc comme ça. Histoire vraiment absurde, on a eu un accident. Après, on a été coincés dans des sables mouvants pendant 3 heures et on creusait tous complètement, enfin on était tous comme ça en caleçon à creuser au milieu du désert à 60 km de toute civilisation. Et on finit par réussir à sortir la voiture de là
près 3 heures je pense. Et à ce moment-là, une autre voiture qui était coincée aussi dans les sables mouvants au milieu de nulle part. Donc on a passé encore 2 heures à tracter l'autre voiture pour les sortir du truc. Et ouais, c'était un bédouin très fier et tout. Il a fait j'aurais pu m'en sortir tout seul et tout. Et il était dégoûté que bon, après on était avec des bédouins aussi, mais avec un petit blanc qui parlait arabe, les sorties du truc là. Et du coup, c'était très rigolo. Et plein d'anecdotes. Mais une fois, on était avec pas mal d'amis, on était 4 ou 5 dans la montagne libanaise. Et en gros, genre, on faisait une rando dans une vallée. Et on a été pris en stop plein de fois par des mecs parce qu'on était perdus, on était en retard. En gros, la vallée, il y a un point d'entrée, un point de sortie. Sauf qu'au milieu, on s'est rendu compte qu'on allait mettre encore 2 heures pour arriver à la sortie, que la nuit tombait, donc on était en panique. Et au final, on est ressorti par un escalier. C'est un mec en haut qui nous a pris en stop dans une voiture. Le type revenait au village et ça fait quelques années qu'il n'était pas revenu, donc il était trop content qu'on soit avec lui dans la voiture. Et vraiment, les mecs sont super sympas, surtout dans les montagnes. On nous a pris en stop 3-4 fois en week-end. Les types étaient là, mais non, moi, vous aider à trouver un logement pour le soir. Vous n'allez pas rester comme ça en galère. Et ouais, super sympa. Après, tout le monde est très gentil, hein, comme on le dit, mais il peut toujours y avoir des gens moins bien intentionnés. Comme partout, Non, mais c'est toujours contextuel, quoi. C'est à vous de savoir de sentir. Et puis là, voilà, on était 4, donc c'est pas bien. Le stop, tu le fais quand tu es 4 ou quoi. Ouais, non, mais tu stops clairement. Après, en Égypte, il y a la notion de stop, mais c'est toujours tu contribues en fait. Non, alors que non, au Liban, ça dépend. Il n'y a pas de stop. En Jordanie, c'est comme en Égypte. Ouais, parce que les gens, en fait, en réalité, ton pouvoir d'achat est tellement supérieur aux gens en Égypte que déjà d'une ce serait ridicule de refuser de lui donner 50 centimes parce qu'il t'a fait faire 60 km. Mais en plus il n'y a pas cette notion de stop et de gratuité parce qu'en fait déjà d'une il y a tellement de microbus qu'il suffit que tu tends le pouce, en fait c'est un microbus qui va s'arrêter, pas une voiture. Moi je voudrais quand même rajouter un dernier truc puisqu'on a parlé du fait de voyager et des transports, parce que les filles qui iront au Moyen-Orient, elles en auront très bien conscience, mais bien sûr qu'il faut toujours garder en tête en tant que femme l'image que tu peux parfois renvoyer parce que leur culture est très différente et qu'ils voient des films américains ou européens et qu'ils voient la femme dans un contexte qui n'est pas du tout le leur et qui des fois c'est pas très réaliste, c'est pas non plus le neutre, mais ça heurte un peu la culture et du coup des fois parfois ça arrive que tu sens que la personne en face de toi, elle se fait des films sur toi, quoi. Elle croit que t'es... Et ça arrive beaucoup. Ça, en tant que femme, quand même, il faut bien le garder en tête et adapter son comportement quand même en fonction. Ouais. Et bien sûr, il faut être gentil, etc. Mais dans certaines situations, il faut apprendre à pas trop être sympa non plus. Il y a quand même une énorme séparation entre les femmes et les hommes dans la société, en Égypte du moins. Et donc du coup, la femme occidentale, elle peut être vue comme la manière justement d'avoir des relations avec une femme sans que ça soit mal vu ou sans que ça soit... de pouvoir échanger vraiment. Donc il y a un aspect très intéressant qui fait que vous allez pouvoir échanger en tant que femme avec quelqu'un qui n'échange pas du tout sur le même plan avec des femmes d'habitude. Évidemment, il y a plein de gens comme ça, je veux dire, quand vous êtes à la campagne et tout. Mais ouais, voilà, il faut toujours faire un peu attention. Moi, j'ai vu beaucoup de gens très gentils, mais qui... comme elle disait, qui faisait des films, quoi, qui se disait ah oui, bah, cette femme, elle veut m'épouser, enfin des trucs. Ah oui, mais c'est pas de la méchanceté, quoi. Les demandes en mariage, ça va très vite. Ouais, vraiment. Bon, bah, j'espère que le retour à Aix n'a pas été trop compliqué. Je pense qu'il y a des choses qui doivent vous manquer quand même de cette belle année que vous avez pu passer, quoi. Non, ouais, il y a des trucs qui manquent forcément. Enfin, Beyrouth, c'est vraiment une ambiance, et je pense globalement Moyen-Orient aussi, c'est un bordel, quoi. Il y a des klaxons partout, il y a les gens dans la rue qui parlent, qui crient, c'est bruyant. Beyrouth, ça a quand même un côté où Beyrouth c'est assez sale comme ville sur certains points. Et t'as plein de vendeurs partout qui te vendent des bouteilles d'eau à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des trucs à boire, ce que t'as pas en France. Des fois en France t'es là, non, je peux pas passer à l'épicerie, non, c'est fermé à cette heure-là. Donc alors que tu vois, voilà. Et ce côté-là, tu rentres en France, c'est bizarre, t'as plus d'ambiance, c'est organisé, puis des fois tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi, genre, c'est bizarre. Envie d'y retourner, moi, pour finir, pour continuer à apprendre l'arabe, parce que même en un étranger, ça suffit pas. Non, clairement. Ça suffit pas du tout, donc repartir éventuellement en Égypte, parce que j'aime beaucoup l'Égypte. Mais le Caire, c'est très fatigant. Vraiment, c'est une ville, une relation comme si c'était un individu. Moi, c'est comme ça que je vois ma relation avec le Caire. J'aime le Caire et je la déteste. Enfin, c'est tellement bruyant, il faut visualiser, quoi. C'est 23 millions d'habitants dans une même ville.
et c'est extrêmement pollué. Et donc du coup, il y a des aspects positifs et négatifs, mais là, en étant de retour ici, ça me manque énormément. Même les aspects que je trouvais négatifs sur le coup. Bah, moi, j'ai très envie de retourner au Moyen-Orient, j'ai envie de retourner en Jordanie, j'ai envie de passer plus de temps dans d'autres pays que j'ai déjà visités ou que j'ai pas encore visités. Ce qui me coupe le plus, c'est un peu l'individualisme de nos sociétés. Et surtout, ce avec quoi j'ai du mal, c'est que c'est la peur de l'autre. En fait, ici, on a vraiment peur de l'autre. On va toujours être sur la méfiance et en fait, c'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté de beaucoup de relations humaines. Bon, merci beaucoup Merci d'être venu ici et puis de nous avoir partagé un petit peu cette belle expérience. Et puis n'hésitez pas vraiment à nous contacter pour parler si vous voulez plus de détails, si vous voulez parler. Et je pense que nous tous, on a aussi des contacts là-bas pour les logements et pour tous ces trucs. Nous, je sais qu'au Liban, on connaît quelqu'un qui a un fichier avec tous les logements qu'on avait l'année dernière. Voilà, donc, si vous allez au Caire, demandez-moi s'il y a de la place. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à William pour l'Égypte, à Thomas pour le Liban et à Anna pour la Jordanie. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci.